Alors ne te méprends pas, 2024 a été une année difficile pour Kiev. Les Russes ont mené des attaques incessantes, progressant lentement mais sûrement, jusqu'à prendre le contrôle de près de 4000 km² de territoire ukrainien. D'accord, c'est vrai, 4000 km², c'est pas énorme. Ça correspond à peu près à la superficie de l'agglomération de Los Angeles aux États-Unis dont on parle tellement ces derniers jours. En tout, ça représente environ 0,66% de la superficie totale de l'Ukraine. Et pourtant, pour obtenir cet exploit, les Russes ont payé un prix terrible. Rien qu'en 2024, les pertes ont atteint des centaines de milliers de soldats. Mais malgré tout, ça a marqué un véritable tournant dans la dynamique de la guerre. En réalité, les mois d'octobre et de novembre ont été parmi les 3 mois où les Russes ont gagné le plus de territoire depuis le début de leur invasion en février 2022. Le mois qui complète ce podium pour Moscou, c'est mars 2022. Donc évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Cela dit, on va pas parler aujourd'hui des tranchées ou des lignes de front, mais d'un tout autre changement. Le gaz russe cesse de transiter par l'Ukraine. L'accord de transit expire sans qu'un nouvel accord sur les flux vers l'Europe centrale ne soit conclu. En effet, dans les premières heures du 1er janvier, le premier jour de la nouvelle année, les flux de gaz russe qui empruntaient encore les pipelines traversant l'Ukraine se sont complètement arrêtés. Kiev et Moscou n'ont pas renouvelé l'accord de transit qu'ils avaient signé il y a 5 ans, le 30 décembre 2019. Un accord qui avait été validé par la Commission européenne, mais qui appartient désormais au passé. Et oui, malgré les combats, les horreurs de la guerre, les bombardements, l'artillerie et toute la haine qu'ils se nourrissent mutuellement, le gaz russe continuait à circuler dans les pipelines ukrainiens jusqu'à dans le cœur de l'Europe. Bien sûr, dans des quantités beaucoup plus faibles qu'au début de l'invasion. Et maintenant, ce flux il sera réduit à néant, mettant fin à l'un des plus grands système de transport de gaz au monde. Pendant des années, l'Ukraine a été le pays de transit pour le gaz qui servait à enrichir la Russie tout en alimentant le moteur économique de l'Europe. Au sommet de son activité, ce réseau de pipelines transportait 120 milliards de mètres cubes de gaz, presque l'équivalent de la consommation combinée de l'Allemagne et de la France. Note bien ce chiffre, 120 milliards de mètres cubes. Cependant, à partir de 2008, ce volume a commencé à diminuer progressivement. Le géant russe Gazprom a commencé à rediriger le gaz via de nouveaux corridors comme Nord Stream. Bien sûr, le début de l'invasion a été le coup de grâce. On est passé de 120 milliards de mètres cubes à seulement 20 milliards en 2022, 14 milliards en 2023 et maintenant en 2025 à 0. Et les amis, il faut savoir que c'était l'une des 2 dernières routes permettant encore au gaz russe d'atteindre directement le cœur de l'Union européenne. Cette relation entre la Russie et l'Europe ne date pas d'hier. Elle a commencé il y a plus d'un demi-siècle, quand Moscou était encore la capitale de l'Union soviétique et que les sous-marins nucléaires russes arboraient le drapeau rouge. Dans les années 1970, l'Empire soviétique avait besoin d'argent et de toutes sortes de biens manufacturés, tandis que la République fédérale d'Allemagne cherchait désespérément une énergie bon marché. Et c'est ce qui a rendu ce miracle économique possible. Ni la guerre froide, ni les différences idéologiques n'importaient. Les affaires passaient avant tout. À partir de ce moment précis, le gaz russe a permis de faire tourner l'économie européenne et en particulier son principal moteur économique, la puissante industrie allemande. Et ça a duré jusqu'en 2022, quand l'invasion de Poutine a bouleversé toute la donne. Et ça, on le sait déjà. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au début de 2025, l'Union européenne a soudainement perdu environ 5% de toutes ses importations de gaz. Alors ça peut sembler peu, jusqu'à ce qu'on prenne en compte que cette coupure est survenue en plein hiver, à un moment où le marché de l'approvisionnement en gaz est loin d'être saturé. Alors en tenant compte de tout ça, t'imagines le résultat, pas vrai ? Bah oui, exactement, le prix du gaz naturel en Europe a littéralement explosé. Pour couronner le tout, un début d'année beaucoup plus froid que d'habitude est annoncé, avec des températures allant jusqu'à 6 degrés en dessous de la moyenne des 30 dernières années. Merci le dérèglement climatique. Autrement dit, janvier s'annonce glacial. Sans surprise, ça va faire chuter les réserves de gaz des économies européennes beaucoup plus rapidement. Et c'est précisément ce qui se passe déjà. Les stocks de gaz des économies européennes diminuent au rythme le plus rapide depuis 2021. Et qu'est-ce que ça signifie ? Le risque de revivre un hiver avec des prix du gaz et de l'énergie qui s'envolent. Pourtant, Bruxelles affirme qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
La infraestructura europea de gas es lo suficientemente flexible como para proporcionar gas de origen no ruso a Europa central y oriental a través de rutas alternativas. Alors, est-ce vraiment le cas ou essaient-ils simplement de se convaincre eux-mêmes? Les amis, dans un instant, on va analyser précisément les conséquences de la fin définitive du transit de gaz russe par l'Ukraine. Mais je peux déjà te dire que les pays les plus touchés sont l'Autriche et surtout la Moldavie et la Slovaquie. C'est d'ailleurs exactement ce qui explique pourquoi le premier ministre slovaque Robert Fico, qui, soit dit en passant, ne s'entend pas bien avec Zelensky, s'est rendu à Moscou le 22 décembre pour rencontrer le néo-tsar russe et tenter de renouveler cet accord. Bien sûr, en profiter pour critiquer l'Ukraine. Comme si c'était normal de continuer à dérouler le tapis rouge pour que les Russes réalisent un business à plusieurs milliards, tout ça pour financer les missiles avec lesquels ils attaquent ensuite l'Ukraine. Complètement dément. Et Fico ne s'est pas contenté de critiquer. Il a aussi menacé de couper l'approvisionnement en électricité des Ukrainiens depuis la Slovaquie, ce qui a forcé la Pologne à venir une fois de plus à la rescousse de Kiev. Bref, un énorme micmac tire-larigot qui, quoi qu'il en soit, a encore une fois contribué à briser l'image d'unité que l'Europe tente de montrer face à l'agression russe contre l'Ukraine. Et tu sais bien qu'Orban, Fico et tous leurs acolytes ont l'habitude de jouer les francs-tireurs. La vérité, à ce stade, on se demande vraiment ce que ces deux pays font encore dans l'OTAN. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Poutine rencontre Fico, le premier ministre slovaque, lors d'une rare visite d'un dirigeant de l'Union européenne depuis l'invasion de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, la vérité est que le gouvernement slovaque de Fico et celui de Viktor Orban en Hongrie ont tout fait pour pousser au renouvellement de cet accord de transit et pour que le gaz russe continue à circuler via le vaste réseau de pipelines ukrainiens. D'ailleurs, le geste de la Hongrie est surtout une occasion de se confronter à Bruxelles et Washington tout en défendant les intérêts russes. Parce qu'en réalité, cette histoire ne les affecte pas directement. Depuis septembre 2023, quasiment tout le gaz russe qui arrive en Hongrie ne passe plus par l'Ukraine, mais par la Turquie via le Turk Stream. Le Turk Stream est un pipeline stratégique de plus de 900 km qui transporte du gaz naturel de la Russie vers la Turquie et l'Europe du Sud. Avec une capacité de plus de 30 milliards de mètres cubes par an, ce projet développé par Gazprom traverse la mer Noire, reliant le littoral russe à Anapa et le littoral turc à Kiikoy. Il a été conçu pour approvisionner la Turquie, la Serbie, la Hongrie, la Bulgarie et d'autres pays de la région ayant de bonnes relations avec Moscou. Le cas de la Slovaquie, lui, est différent. C'est probablement le pays le plus touché. D'abord parce que plus de 60% de son approvisionnement en gaz provenait via l'Ukraine. Ensuite parce que la Slovaquie était une porte d'entrée du gaz vers l'Union européenne, ce qui lui rapportait des revenus importants grâce aux droits de transit. Son gaz traversant son territoire pour atteindre par exemple l'Autriche. Tout ça, maintenant, ça a disparu. Et en plus, la Slovaquie devra payer davantage pour trouver des sources alternatives de gaz. Bien sûr, comme pour d'autres pays comme l'Allemagne, une grande partie de l'industrie slovaque s'est développée grâce à une source de gaz, disons, abondante et bon marché. Plus précisément, le gaz russe. Autrement dit, bien que ce ne soit pas l'objectif principal, cette décision de l'Ukraine est aussi un coup dur porté à Robert Fico pour son soutien constant à Moscou. Et oui, l'Autriche est également touchée, mais elle est plus riche. Ses entreprises sont plus développées, axées sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Et elle peut compter sur l'approvisionnement de ses voisins allemands. Quoi qu'il en soit, le gouvernement de Zelensky avait déjà annoncé cette décision à l'avance. Il n'y aurait pas de renouvellement de l'accord de transit avec la Russie. Coût pour Moscou, environ 6 milliards 500 millions de dollars. Ouais, c'était le cadeau de Noël spécial de Kiev à Moscou. Bien sûr, l'Ukraine devra elle aussi en payer le prix. Dans ce cas précis, environ 1 milliard de dollars. Mais avec un ratio de 6 contre 1, ils estiment que ça en vaut la peine. Cependant, il y a un autre point à prendre en compte. Jusqu'à présent, les Russes n'ont pas bombardé les infrastructures gazières ukrainiennes parce qu'ils les utilisaient eux-mêmes à leur propre bénéfice. Et maintenant, ça pourrait changer. Mais revenons à la question principale. Quelles sont les conséquences de cette coupure pour l'Europe au-delà de l'explosion des prix du gaz? Y a-t-il un véritable risque de pénurie? Les Ukrainiens sont-ils en train de nous mettre dans un énorme merdier comme certains le prétendent? Désolé pour ceux qui le pensent, mais pas du tout. Il faut considérer deux facteurs clés. D'abord, il n'y avait plus beaucoup de gaz qui arrivait encore par cette voie. On parle de 14 milliards de mètres cubes par an, soit environ 5% des importations européennes. Une quantité qui devrait être facilement remplacée sur les marchés internationaux. Par exemple, l'Allemagne dispose actuellement de plusieurs terminaux d'importation de gaz sous-utilisés. Ça permettrait facilement d'acheter du gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis. Ensuite, la Commission européenne soutient elle aussi la décision de l'Ukraine. Dès l'invasion en février 2022, l'Union européenne a pris une décision historique
historique, dans ce qu'on a appelé la déclaration de Versailles. Tous les États membres se sont engagés à éliminer progressivement tous les achats de gaz ou de pétrole russe d'ici 2027. Bien sûr, comme ce n'était pas approuvé par le Conseil, cette annonce n'est pas contraignante. Et maintenant, des pays comme la Hongrie et la Slovaquie veulent faire comme si de rien n'était. Et clairement, ils sont pas les seuls. Mais la Commission européenne semble déterminée à poursuivre cet objectif dont la décision ukrainienne lui convient parfaitement. En d'autres termes, couper le transit du gaz russe via l'Ukraine est une mauvaise nouvelle pour la Russie, mais ça ne devrait pas l'être autant pour le reste de l'Europe. Maintenant, est-ce que ça signifie que l'Union européenne est enfin en train de se déconnecter complètement de la Russie? Eh ben, ne nous emballons pas trop vite. Regarde un peu cette news. L'UE importe des quantités records de GNL russe en 2024. Le bloc a reçu 16 500 000 tonnes de gaz naturel liquéfié à la mi-décembre, malgré son objectif de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes. Exactement, tu ne rêves pas, tu as bien entendu. Le gaz russe continue de circuler vers l'Europe, et pas seulement via les pipelines passant par l'Ukraine et la Turquie, mais aussi par des navires. Alors oui, c'est vrai que les pays de l'Union européenne ont fait un effort considérable, réduisant leur dépendance au gaz russe de 40% de leur production énergétique à un peu moins de 10%. Mais malgré tout, Moscou est encore payé aujourd'hui, et en réalité les achats ont même augmenté ces derniers mois. Ce que nous avons observé cette année est surprenant. Au lieu de réduire progressivement les importations de GNL russes, nous les augmentons. Anna Maria Yaler-Makarevitz, analyste à l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Pour être clair, la Russie est le deuxième plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié de toute l'Union européenne, juste derrière les États-Unis. En 2024, elle a placé plus de GNL sur ce marché que jamais auparavant dans son histoire. Et tout porte à croire que cette fourniture continuera d'augmenter. En fait, selon un récent rapport de S&P, 70% du gaz naturel russe liquéfié exporté par la Russie est destiné à l'Union européenne. Les principaux acheteurs sont la France, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas, bien que ce gaz soit ensuite intégré au réseau européen et distribué à travers tout le continent. Mais tu sais ce qui est le plus étonnant? Que même si les achats de gaz russe ont chuté drastiquement, en 2024, ils étaient déjà supérieurs à ceux de 2023. Autrement dit, malgré l'objectif de la Commission européenne d'éliminer le gaz russe d'ici 2027, et malgré le fait que, et ne l'oublions pas, la guerre en Ukraine continue, les ventes de gaz russe sont déjà en train de repartir à la hausse. Des entreprises comme Total en France ou Naturgy en Espagne investissent massivement pour promouvoir la production de gaz naturel liquéfié en Russie. Pourquoi? Parce que même transporté par bateau, le gaz russe reste moins cher que celui des États-Unis, par exemple. Donc, pour Poutine, la situation est ambivalente. D'un côté, l'Ukraine vient de lui infliger une perte de plusieurs milliards de dollars. Mais d'un autre côté, ses ventes de gaz à l'Europe augmentent. Et c'est là qu'apparaît le grand débat qui divise le continent. D'un côté, les gouvernements déterminés à rester inflexibles face à la Russie. De l'autre, ceux qui commencent à envisager un futur où la guerre se termine et où les affaires pourraient reprendre progressivement. Mais le problème, c'est que la guerre n'est pas finie. Et devine quoi ? Ces dernières semaines, plusieurs grandes puissances européennes ont pris des mesures pour renforcer la position de l'Ukraine à la table des négociations. Comment ? Voici les faits. D'abord, le gouvernement allemand a ordonné à ses ports de refuser les navires transportant du GNL russe. Ensuite, Dan Jorgensen, le nouveau commissaire européen à l'énergie, a annoncé qu'un plan serait bientôt présenté pour interdire totalement le gaz et le pétrole russe d'ici 2027. Cette fois-ci, l'objectif serait juridiquement contraignant. Les États-Unis ont également imposé des sanctions à Gazprom Bank, l'une des dernières grandes banques russes qui n'était pas encore sur la liste noire. Alors Gazprom Bank est essentiel pour collecter les ventes de gaz, financer l'armée russe et indemniser les familles de soldats morts au combat. Enfin, comme on l'a déjà vu, le passage du gaz russe par l'Ukraine a été interrompu. Et Bloomberg rapporte que Joe Biden semble préparer un dernier paquet de sanctions très sévères avant de quitter ses fonctions le 20 janvier. L'idée ? Intensifier la pression sur la Russie lors des négociations. En gros, Vladimir, tu veux vendre ton gaz? Alors signe ici. Et faut pas oublier que la Russie finance majoritairement son effort de guerre grâce aux revenus du pétrole et du gaz. Pour être clair, on ne reviendra jamais à la situation d'avant. On l'a souvent dit ici, le nouveau partenaire stratégique de l'Union européenne pour le gaz, c'est les États-Unis. En fait, Trump exige que les pays européens achètent davantage de pétrole et de gaz US pour réduire l'énorme excédent commercial de l'Europe avec les États-Unis, qui dépasse les 100 milliards de dollars. Sinon, il menace d'imposer une nouvelle série de tarifs douaniers. Alors pour des raisons politiques, de sécurité énergétique ou même de rejet social, le gaz russe ne redeviendra jamais dominant en Europe. Mais entre le noir et le blanc,
il existe de nombreuses nuances de gris. En cas de cessez-le-feu, il est presque certain qu'on assistera à une reprise des exportations de gaz et de pétrole russe vers l'Europe. C'est un atout majeur dans les négociations et ça explique pourquoi la Commission européenne a soutenu la décision de Kiev de ne pas renouveler l'accord de transit avec Moscou. En résumé, Poutine vient de perdre plus de 6 milliards de dollars par an. En retour, il cherchera probablement à augmenter ses ventes de GNL, ce qui pourrait limiter l'impact de la décision ukrainienne, mais laisse la porte ouverte à un futur accord plus avantageux pour tout le monde. Pendant ce temps, les États-Unis remplaceront définitivement la Russie en tant que principal partenaire énergétique de l'Europe. Un récent rapport de S&P indique que les États-Unis vont doubler leur capacité d'exportation de gaz naturel dans les 5 prochaines années, augmentant leur PIB de près de 1 trillion 300 milliards de dollars d'ici 2040 et créant des centaines de milliers d'emplois. Voilà où on en est aujourd'hui. Et à cela s'ajoute la dernière offensive ukrainienne à Koursk qui poursuit le même objectif, améliorer la position de l'Ukraine à la table des négociations. Ce sont les deux cartes que Kiev joue en ce début 2025. La question maintenant c'est, est-ce que ces mesures sont suffisantes pour mettre la pression sur Poutine? Et toi, qu'est-ce que tu ferais avec le gaz russe? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à liker, à t'abonner et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.